Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est très difficile de juger ce PLE. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour mon récap de Clash à The Castle 2024. Et on débute avec le premier match de la soirée. Cody Rhodes défend son titre de champion WWE face à AJ Styles dans un I Quit match. Un combat qui va durer 26-27 minutes. Ma note pour ce match est de 4,75 sur 5. C'était quasi parfait, et je parle en termes de ressenti. Après le combat, quand le match se termine, je n'ai que des avis positifs là-dessus. Franchement, j'ai passé un extrêmement bon moment et je le trouve quasi parfait. Maintenant, ce qui est intéressant avec ce type de combat-là, c'est qu'avec réflexion, avec quelques heures de réflexion derrière, eh bien, j'y vois beaucoup de problèmes et beaucoup d'incohérences. On va revenir dessus. Mais pour parler du match en soi et de mon ressenti, oui, j'ai trouvé ça quasi parfait. Je trouve que les deux sont quasi excellents. On va avoir un match assez violent pour WWE avec des coups de ceinture, des coups de chaise, des coups de kendo stick. Évidemment, on va avoir le coup des menottes, ça c'est un classique des I Quit match, et on va voir du sang. Cody Rhodes va saigner assez tôt dans le match, ce qui va rajouter de la dramaturgie à ce combat, et c'est ce qu'on attendait de la part de Cody Rhodes. Quand on a su que c'était un I Quit match, on attendait un Cody Rhodes ensanglanté. Alors, c'est une petite ouverture, il ne va pas saigner énormément, mais ça reste quand même du sang, et ça va rajouter à la dramaturgie lorsque Cody Rhodes va se faire totalement dominer par AJ Styles. Je pense au brainbuster porté sur la table des commentateurs qui est assez dévastateur, assez violent. Franchement, ouais, en termes de violence pour WWE, je le répète, c'est assez fort et ça me plaît. On peut directement aller à la fin du match où Cody Rhodes va réussir à menotter AJ Styles. Et après cela, il va chercher un bout de l'escalier et va faire mine de lui jeter, de le balancer. En tout cas, c'est son intention. Il veut tout simplement couper en deux AJ Styles. Et à ce moment-là, AJ Styles va dire « I quit ». Sur le moment, je vais pas vous mytho, j'ai trouvé ça pas terrible. Vraiment, la fin, je me suis dit « Ok, c'est pas ouf par rapport à la qualité du match, par rapport à l'intensité du match. » Un peu déçu. Maintenant, avec du recul, eh bien, j'y vois un peu un sentiment d'urgence du côté de AJ Styles qui se sent en danger, qui se sent en danger de mort quasiment. Il ne peut que dire I quit parce qu'il a clairement un escalier qui va lui rentrer dans la tête. Et je trouve ça plutôt cool avec du recul. C'est là où c'est intéressant, c'est que en termes de ressenti sur le moment, je trouve ça pas dingue. Avec le recul, je comprends la situation. Maintenant, il y a deux choses que je ne comprends pas sur le match. Que fait DOC ? Donc les alliés de AJ Styles, pourquoi ils ne sont pas dans ce match? Pourquoi ils n'interviennent jamais? Ça ne fait aucun sens. C'est un I Quit match, il n'y a pas de disqualification, on doit aider AJ Styles pour gagner ce titre. Eh bien pas du tout, on ne va jamais les voir. Ça, je trouve ça dérangeant et incohérent. Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui me gêne. Pendant le match, on va avoir une interaction entre la mère de Cody Rhodes et AJ Styles. La mère de Cody est au premier rang et d'ailleurs la mère de Cody va mettre plusieurs claques à AJ Styles. Alors c'est un moment très cool sur le moment, c'est même assez drôle, mais si tu y réfléchis 2 secondes, si AJ Styles voit la mère de Cody Rhodes au premier rang, qui d'ailleurs lui met des claques, pourquoi AJ Styles n'en profite pas pour faire du chantage? Pourquoi AJ Styles à ce moment-là n'en profite pas pour faire mine d'attaquer la mère de Cody Rhodes pour faire en sorte que Cody Rhodes dise I quit? J'avoue que moi sur le coup je me suis dit il va s'en servir, il va utiliser Mama Rhodes pour en faire quelque chose, pour inciter Cody à dire I quit, et il ne le fait pas. Ça m'a un peu dérangé, je l'avoue. Bref. Pour passer à l'après-match, parce qu'à l'après-match, il s'est passé quelque chose, Solo Sikoa va se présenter face à Cody Rhodes et la Bloodline va s'en prendre à Cody Rhodes, mais Randy Orton et Kevin Owens vont venir l'aider. Alors, on en avait parlé lors de la review de SmackDown. C'est quoi la suite pour Kevin Owens et Orton? Retourner dans une guerre contre la Bloodline, c'était pas passionnant. Maintenant, être aux côtés de Cody Rhodes dans une guerre face à la Bloodline, c'est quand même autre chose. Je vais pas vous mentir, un match Solo Sikoa Cody Rhodes, ça ne me hype absolument pas, mais l'histoire clan contre clan, Orton avec Cody Rhodes, c'est quand même passionnant et on l'a tous vu. Orton a les yeux rivés sur le titre de Cody Rhodes et ça c'est pas la première fois. Ils avaient déjà eu une interaction en backstage il y a quelques semaines et Orton avait déjà les yeux sur le titre et c'est le cas une nouvelle fois maintenant.
ce n'est pas du tout anodin. Bianca Belair et Jade Cargill défendent leur titre de championne par équipe face à Alba Fire et Isla Dawn, Zoey Stark et Shayna Baszler. Un combat de 12-13 minutes, ma note pour ce match est de 3,25 sur 5. En fait, c'est un match qu'on pourrait retrouver en weekly, c'est un match qu'on pourrait retrouver du côté de SmackDown ou de Raw, et c'est un peu toujours ce qu'on dit sur ces matchs par équipe féminins, c'est que ça ne va jamais très loin. C'est pas mauvais, c'est clairement loin d'être mauvais, même si on parlera de la fin de match. Il y a eu quelques problèmes, mais ça ne va jamais plus loin, ça ne va jamais plus haut. Et bah c'est un peu le cas pour ce match-là, même si je trouve que la construction est plutôt bonne, parce qu'on va donc avoir un match à 3, et donc 3 femmes sur le ring. Dans un premier temps, on a une énorme domination de Belair et de Cargill, et forcément, les deux autres équipes vont s'allier contre Belair et Cargill. Et là, je trouve ça intéressant parce que c'est Shayna Baszler, celle qui a le plus d'expérience dans les adversaires, qui va réunir tout le monde et leur dire « Ok, on se fait dominer, et bien maintenant, on s'associe pour les dominer et pour les battre, et après, on verra bien ce que ça donne. » Donc ça, j'ai trouvé ça assez intelligent dans le match. Ensuite, je trouve qu'on a une belle prestation de la part de Zoey Stark, et de l'autre côté, j'avais complètement zappé, mais c'est vrai qu'Alba Fire et Isla Dawn sont du coin, sont des écossaises, et du coup ils vont recevoir des plutôt bonnes pop. Alors pas tout le temps, mais dans l'ensemble ils reçoivent quand même des pop, et c'est plutôt cool parce que Alba Fire va elle aussi sortir une belle performance. Je pense à cette Springboard Swanton à l'extérieur du ring qui est vraiment sublime, elle le faisait déjà du côté de NXT, et pour ceux qui ont suivi NXT ou NXT UK, on sait qu'Alba Fire est une excellente catcheuse, et elle l'a prouvé pendant ce match, mais il y a un problème, c'est la fin du match, avec le hot tag de Jade Cargill. Et on a appris des choses concernant ce hot tag, parce que lorsqu'elle va faire ce hot tag, son entrée sur le ring, Jade Cargill va vouloir faire sa classique springboard crossbody, mais va glisser sur la corde et va se louper totalement, un énorme botch. Et bien on a appris avec des vidéos qu'il y a eu un problème de corde lors de ce show. Et oui, parce que lors du premier match AJ Styles Cody Rhodes, on voit AJ Styles et l'arbitre parler et expliquer que les cordes ne sont pas assez tendues. Et c'est assez dangereux. Et on voit que le problème n'a pas été réglé parce qu'on va avoir un autre botch plus tard dans la soirée, on en parlera. Et donc évidemment, on a vu beaucoup de monde critiquer Jade Cargill pour son botch. Et il faut parfois avoir le contexte. Il faut parfois savoir se taire et attendre d'avoir des explications. On a des explications. Pour le coup, pour le botch, je ne la critique pas, je ne lui en veux pas. Mais pour l'après, je lui en veux. Pourquoi? Parce que après ce botch, Jade Cargill sort complètement de ce match. Il reste 2 minutes de match environ et je trouve qu'elle est catastrophique ensuite. Elle n'est pas du tout dans le ton, elle n'est pas du tout dans le rythme, dans le bon timing. Il y a un vrai problème de rythme sur la fin de match, elle est totalement perdue. Et normalement, tu peux faire un botch, ok, pas de souci, mais après tu dois savoir te rattraper. Et là, elle ne le fait pas. Au contraire, elle sombre un peu et la fin de match est un peu chaotique. Et Alba Fire et Isla Dawn vont en profiter pour pousser Belair et Cargill et faire le tomber sur Stark ou Baszler, je ne sais plus, et devenir les nouvelles championnes par équipe. Énorme pop, elles sont chez elles et j'avoue que ça me fait plaisir de les voir gagner. Et puis on les voit très émus à la fin, on voit des larmes, c'est forcément très touchant, très émouvant. Maintenant, c'est toujours la même question, est-ce qu'on les a fait gagner simplement parce qu'elles étaient en Écosse? Oui, clair et net. Est-ce que maintenant il y aura un vrai plan derrière pour elles? Pas sûr, parce que finalement, les seuls plans qu'on a eu dans cette division tag depuis des mois, c'est Belair et Cargill qui ont essayé de tenir un certain rang, un certain niveau dans cette division tag avec un prestige, avec un charisme présent. Mais le reste, c'est pas terrible. Donc on peut s'attendre à toujours la même finalité. Mais ce qui est sûr, c'est que c'était un bon feel-good moment pour elle. Et j'ai quand même apprécié ce choix. Sami Zayn défend son titre intercontinental face à Chad Gable dans un combat de 22 minutes. Ma note pour ce match est de 4,25 sur 5. J'aurais pu monter à 4,5 mais il y a quelques trucs qui me dérangent, surtout sur le milieu et la fin de combat. C'est un match hyper intéressant parce que pendant 10 minutes, j'ai presque l'impression qu'on a un faux rythme et à un moment donné, je regarde mon portable et je me dis attends, ça fait 10 minutes que ça a commencé et j'ai l'impression qu'il ne s'est pas passé grand chose. Et c'est vrai que pendant les 10 premières minutes, il y a une belle ambiance, franchement rien à dire, le public de Glasgow est au top. Mais il ne se passe pas énormément de choses, on a une guerre un peu psychologique, un peu technique entre les deux. Mais ça reste très bon, ça reste très fun, ça reste très divertissant et surtout, il y a un vrai suspense par rapport à tout ce qu'il va se passer à l'extérieur du ring avec Alpha Academy parce que Maxxine Dupri et Otis sont à l'extérieur du ring et on va jouer là-dessus. C'était un peu la clé du match, ce qu'il allait se passer à l'extérieur du ring, ce qui allait se passer avec Otis, concrètement. Et je trouve que c'est un peu raté. Et c'est pour ça que ma note ne va pas plus haut que ça. Parce que finalement, tout ce qu'il va se passer à l'extérieur du ring, tout ce qu'il va se passer entre Maxxine, Otis
et Chad Gable, c'est ce qu'on a vu ce lundi à Raw, c'est ce qu'on a vu sur les 2-3 dernières semaines, et il n'y a pas de changement à ce niveau-là, il n'y a pas de rupture, et moi je m'attendais à une rupture, je m'attendais à un vrai changement, je m'attendais à quelque chose de plus marquant, de plus choquant. C'est quand même une énième rencontre pour Chad Gable face à Sami Zayn et une énième chance pour le titre intercontinental. Je m'attendais à ce que ce soit quelque chose de marquant. Eh bien pas du tout. On va continuer à faire en sorte que de temps à autre Gable sans le vouloir va s'en prendre à Otis, de temps à autre Zayn sans le vouloir va s'en prendre à Otis. Du coup il y a un jeu de tu as fait ça, je ne l'ai pas fait exprès, même on va s'en prendre à Maxime Dupuis mais sans le vouloir. Bref, il y a tout un jeu de je n'ai pas fait exprès mais je l'ai fait, je n'ai pas fait exprès mais je l'ai fait, qui me gêne un peu. Je trouve que c'est redondant, je trouve que c'est un peu toujours la même chose et ça me gêne vraiment ce côté. En fait, il a glissé, du coup, il a tapé sur Maxime Dupuis. À un moment donné, on veut du concret. On veut arrêter avec ces trucs un peu à la Looney Tunes, un peu à la cartoon, de j'ai glissé, il s'est passé ça. Ça fait 3 semaines qu'on a ça, on a compris. Et ça me gêne beaucoup. Et c'est ça jusqu'à la fin du match, avec un Otis finalement qui va s'en aller, comme il l'a fait lors des dernières semaines. Il va juste s'en aller avec Maxime Dupuis. Et donc on n'a rien appris de plus, rien de nouveau, rien de neuf. Sami Zayn sur le ring va en profiter, il va remporter ce combat. Le match techniquement est excellent, rien à dire, mais les alentours, les à côté, je trouve que ça ne va pas. Et je trouve que c'est dans la continuité, oui, mais j'aurais aimé une rupture, j'aurais aimé un vrai changement, et là on l'a pas. On reste dans ce qu'on a fait auparavant, et personnellement, ça me gêne. Bayley défend son titre de championne féminine face à la locale Piper Niven dans un combat de 13 minutes. Ma note pour ce match est de 3,75 sur 5. Honnêtement, je peux aller sur un 3,5. Parce que finalement, le match se passe, le match est qualitatif. J'ai pas de botch, j'ai pas de problème de tempo, de rythme, mais le match se termine et j'en retiens pas grand chose. J'en retiens quasiment pas de prise, pas de moment. Franchement, ce que j'en retiens, c'est quasiment que les interventions de Chelsea Green qui me fait énormément rire dès le début du match. Elle va se faire renvoyer en backstage et plus tard dans le match, elle va revenir avec un masque de Rey Mysterio, l'air de dire non, non, ce n'est pas Chelsea Green, ce n'est pas moi. Et ça reste très drôle, c'est très divertissant. Mais Chelsea Green est vraiment incroyable dans ce rôle, tu lui donnes 2 minutes, il va vraiment tout donner et je trouve ça dingue, je trouve ça incroyable. Mais pour le coup, pour en revenir à ce combat, il y a une vraie ambiance et le public, on se posait des questions, va être partagé, va chanter pour Bayley, va chanter pour Piper Niven, puis il va quand même se rallier à la cause de Piper Niven, qui est donc écossaise, qui est censée être la heel du combat, mais c'est plutôt logique de se rallier à elle, c'est vraiment l'underdog par rapport à Bayley, c'est celle qu'on ne voit absolument pas devenir championne, et donc c'est plutôt logique, écossaise, etc., etc. Mais comme je le disais, à part peut-être un enchaînement de Bayley dans le coin, je me rappelle d'une espèce de Swanton porté après une Swanton, un enchaînement de sauts du haut de la 3e corde, je n'ai rien retenu de ce match. Et c'est ça qui est un peu triste. Je ne sais pas si vous avez une prise, un moment important de ce match à retenir, à part les interventions de Green. Sinon, je trouve ça basique, normal, mais il n'y a rien pour t'exciter un peu plus. La fin de match est une nouvelle fois assez bizarre parce qu'on va laisser gagner Bayley mais avec un crucifix, donc pas vraiment de finish ou quoi que ce soit. Et Piper Niven ne va pas se relever de ça, même si elle avait pris, je crois, un finish de Bayley auparavant. Et Bayley conserve son titre. Un peu bizarre de protéger Piper Niven de cette façon-là. Pourquoi un crucifix? Pourquoi pas un tombé clean? Est-ce que c'était pour pas que Piper Niven prenne un vrai tombé chez elle en Écosse? Je trouve ça un peu particulier comme méthode. Et une nouvelle fois, un finish qui peut faire débat. Ça fait beaucoup de finishes qui peuvent faire débat. Et c'est pas terminé. Et dans le main event, Damien Priest défend son titre de champion du monde poids lourd face à Drew McIntyre dans un combat de 20 minutes. Ma note pour ce match est de 4,75 sur 5. C'était quasi parfait et j'aurais pu aller à 5. Honnêtement, je n'ai peut-être pas mis 5 par rapport à la fin de match et ce qui était attendu. Mais concrètement, c'était génial. J'ai adoré la performance de Damien Priest, j'ai adoré la performance de Drew McIntyre. Et d'ailleurs, pour revenir sur McIntyre, il va avoir une belle entrée, etc. Typiquement écossaise. Mais quelle déception. Pas de Broken Dreams, pas son thème mythique, pas son thème qu'on adore, pas présent. Absolument pas, et clairement s'il n'est pas présent en Écosse à Clash at the Castle, ça veut clairement dire qu'on ne reverra pas ce titre, qu'on n'entendra plus ce titre et ce thème,
et je suis très déçu, vraiment très déçu. Mais pour en revenir au match, j'ai trouvé que les deux étaient excellents et ce que j'ai aimé pour le coup, c'est qu'il n'y a pas de round d'observation. Dès le début du match, on s'en met plein la tête. Dès le début du match, il y a un rythme d'enfer et ça, j'ai trouvé ça génial par rapport aux autres combats de la soirée. On a eu peut-être des phases d'observation. Là, ce n'est pas le cas. Ce n'est absolument pas le cas. On va avoir un gros tournant pendant le match avec un Damien Priest qui veut porter une espèce de dive à l'extérieur du ring. Mais son pied va rester bloqué dans les cordes. Et on parlait des cordes qui n'étaient pas tendues plus tôt dans la soirée. C'est toujours le cas. Et Priest va clairement louper sa prise, louper son dive à cause de ces cordes qui ne sont pas assez tendues. Et Priest va avoir le pied coincé pendant plusieurs secondes. Et à ce moment-là, on voit l'expérience des deux. On voit l'expérience des deux parce que Drew McIntyre va réagir très rapidement à la situation et prendre le dessus sur Damien Priest. Et de l'autre côté, Priest va vendre cette blessure à la jambe pendant tout le match. Et on apprendra plus tard, après le show, Damien Priest n'est pas blessé. Et ça, c'est une très très bonne nouvelle parce que quand tu le vois boiter tout au long du match, tu te dis clairement qu'il s'est fait mal, qu'il s'est déchiré quelque chose. Et ça aurait été tragique de se blesser suite à une corde qui n'est pas tendue. Ça aurait été honteux d'ailleurs de la part de WWE, mais surtout tragique pour lui. Heureusement, ce n'est que du selling, il n'a fait que vendre et je trouve ça génial et tu vois l'expérience des gars sur le ring. Vraiment, j'ai adoré Priest dans ce match parce que tout ce qu'il va faire derrière, c'est à une jambe. S'il doit porter une souplex, c'est à une jambe. S'il doit courir, ce sera avec une jambe. Un Hurricanrana, eh bien il va vendre sa jambe blessée et j'ai trouvé incroyable à ce niveau-là et je trouve que la chimie entre les deux est parfaite et géniale. Franchement, on a deux géants qui s'en mettent plein la tête, ça frappe fort, ça cogne fort. J'ai adoré, j'ai vraiment adoré jusqu'à la fin de match où évidemment on attendait quelque chose. On attendait une arrivée de CM Punk qui allait coûter le match à Drew McIntyre. Eh bien il ne va pas réellement se passer ça ou presque. On va avoir un ref bump comme toujours lors d'un show Triple H. Et du coup l'arbitre va être au sol alors que Drew McIntyre fait un tombé gagnant ou presque. Un arbitre va arriver en courant pour remplacer cet arbitre là. Et du coup cet arbitre va faire le tombé 1, 2 et ne va pas aller à 3. Et là la caméra va faire un plan sur l'arbitre, sur McIntyre. Et cet arbitre c'est qui? C'est CM Punk. Et ça c'est gigantesque, ça c'est fantastique. J'en ai les frissons rien que d'en parler parce que lorsque le moment est arrivé j'ai eu des frissons. J'ai trouvé ça génial en termes d'idées. Je trouve ça hyper innovant, hyper intelligent. McIntyre se fait avoir, mais cette fois-ci, il n'y peut rien. Il voit un arbitre, il se dit « Ok, je vais enfin gagner et c'est un officiel, donc je peux lui faire confiance. » Et non, c'est CM Punk. Et donc CM Punk ensuite va presque se faire frapper par Drew McIntyre, mais Priest va surprendre McIntyre, porter le tombé, 1, 2, 3, victoire de Priest qui conserve. Mais l'idée est top, l'idée est géniale et je pense que beaucoup, et même dans la salle où on l'entend, avait vu que c'était CM Punk, bien sûr, qui courait, et ça se voit dans sa course que c'est CM Punk. J'avais un doute, je m'en doutais un peu, mais pas vraiment, mais quand il y a ce plan pour révéler qui il est, et le plan sur le visage de McIntyre, rien à dire, c'est fantastique. Maintenant, petit bémol, ça reste quand même une nouvelle fois McIntyre qui se fait avoir par Punk. Et c'est ça depuis le début, c'est ça depuis des mois. À aucun moment McIntyre a pris le dessus sur Punk, à aucun moment McIntyre n'a réussi à être plus intelligent que Punk. Pour le moment, c'est Punk qui se fout de la gueule de McIntyre et même chez lui en Écosse. Et ce qui est plutôt drôle, c'est que ça va plutôt popper pour CM Punk, même si sur le coup, ça va le huer, bien sûr, parce que ce qu'il fait coûte la victoire au héros local. Mais après, eh bien, il va célébrer avec le public. Donc ça, c'est plutôt très drôle. Mais voilà, c'est mon seul point négatif, c'est que évidemment on s'y attendait vraiment à cette intervention de CM Punk, mais la manière dont ça a été fait, la manière dont ça a été réalisé, je n'ai rien à dire à part chapeau. Bilan de ce Clash à Dick Castle 2024, on va être sur un 7,5 de mon côté. Pourquoi? Parce que malgré la qualité des combats dans la globalité, je trouve qu'il y a un vrai problème une nouvelle fois, c'est la carte à 5 matchs. Je n'en peux plus, je n'en peux vraiment plus, je ne veux plus 5 matchs sur une carte, ça me gêne une nouvelle fois. Et surtout sur les finishes des matchs, je trouve qu'il y a toujours quelque chose à redire. Alors certains diront non, certains diront oui, mais je trouve qu'il y a débat sur quasiment tous les matchs, sur toutes les fins de match. Et ça me pose problème pour un PLE à 5 matchs sur les 4 matchs parce que le match de Cargill, la fin de match, elle est brouillonne, mais c'est parce qu'il y a un botch et tout le monde est un peu perdu. Mais sinon, les 4 autres matchs, je trouve qu'il y a des fins
qui sont discutables. J'ai un problème aussi, c'est qu'on ne peut plus critiquer Triple H. Et ça, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Critiquer Triple H, je trouve qu'au contraire, c'est sain. Ça veut dire qu'on en attend tellement, ça veut dire qu'on a confiance en lui, ça veut dire que de base, il fait de belles choses et on est tous d'accord là-dessus. Mais quand je trouve qu'il fait des mauvaises choses, j'ai le droit de le dire. Évidemment, vous pouvez ne pas être d'accord, vous pouvez trouver que les finishes sont bons, vous pouvez trouver que ça c'est logique, ça l'est, etc. Mais j'ai aussi le droit de dire que selon moi, il y a des problèmes en termes de finish, et selon moi, Triple H a fait un peu n'importe quoi. Ce n'est que mon avis. Je trouve que c'est sain au contraire de pouvoir critiquer Triple H, parce que Triple H n'est pas un dieu. Triple H fait des erreurs, et d'ailleurs, il y a un truc qui commence à m'agacer, c'est ce côté « Non, mais il ne faut pas critiquer maintenant, attendez, Triple H fait des histoires à long terme. » Et ça commence à m'agacer. Évidemment, des histoires à long terme qu'a fait Triple H, il y a eu des choses extraordinaires, des choses historiques. Mais à un moment donné aussi, on aime des choses à court terme, à moyen terme. Et je pense bien évidemment à toute l'histoire autour de Chad Gable. Je n'en peux plus déjà de me dire que non, mais vous inquiétez pas, au prochain show, Gable prendra le titre. Non, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'on attend l'incorporation des Creed Brothers. Je trouve ça tellement long, tellement lent et je n'en peux plus de ce côté. Il faut attendre avant de critiquer, il faut attendre avant de juger. Je trouve ça pas sain du tout parce que c'est long. Si je trouve que ça dure trop en longueur, j'estime que j'ai le droit de le dire. Donc ça me gêne un peu et j'espère que on va arrêter avec ce côté Triple H, le dieu vivant qui a raison sur tout, et qu'on puisse enfin le critiquer et juger Triple H à sa juste valeur. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner. Je m'excuse, mais ce week-end, je n'étais pas là et donc du coup, c'est vrai que ça arrive un peu plus tard que d'habitude, mais j'espère que vous serez très nombreux à voir cette vidéo. Salut